Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Je suis très heureux, très honoré de t'avoir avec nous. Alors, ce soir est un moment important. Nous allons nous pencher sur l'avenir de la France, sur l'avenir de l'Europe, sur l'avenir du monde. Ce sont tous les thèmes qui sont balayés par Jean-Pierre Raffarin dans son dernier livre, qui est paru aux éditions Michel Lafon. Il y aura une séance de dédicaces d'ailleurs organisée à la fin de la réunion, donc n'hésitez pas. Pendant le cocktail, il n'y aura pas droit, si quand même. Et on a quelques livres en réserve qu'on a fait arriver. Donc, son dernier livre, Ne sortons pas de l'histoire. Le titre dit tout ce que je viens de dire. Alors, deux mots, on ne présente pas Jean-Pierre Raffarin. Poitevin d'origine. Jean-Pierre, vous faites vos études au lycée Henri IV, à la faculté de droit de Poitiers et à l'université Paris II, Panthéon-Assas. Excellent choix. Vous entrez ensuite à l'ESCP, dont vous sortez diplômé en 1972. Et dès ce moment, vous créez une association qui existe toujours, Tribune ESCP, qui avait déjà pour vocation à faire vivre le débat sur des thèmes d'actualité. Vous avez la politique dans le sang, puisque votre père, Jean Raffarin, a été maire, conseiller général, député et secrétaire d'État à l'agriculture dans le gouvernement de Pierre Mendès France entre 1954 et 1955. On est sérieux, on fait des recherches. Vous passez par toutes les étapes du cursus honorum politique. Conseiller municipal d'opposition à Poitiers entre 1978 et 1995, adjoint au maire de Chasseneuil du Poitou, Futuroscope, entre 1995 et 2001, vous êtes un élu de terrain. Ensuite, président du conseil régional de la région Poitou-Charentes entre 1988 et 2002, tout en poursuivant votre carrière dans le secteur privé. Conseiller technique de Lionel Stoléru, secrétaire d'État chargé des travailleurs manuels et immigrés entre 1976 et 1981, député européen en 1989, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat dans le gouvernement d'Alain Juppé en 1995, sénateur de la Vienne en 1995 et jusqu'au 6 mai 2002, lorsque Jacques Chirac vous nomme Premier ministre. Vous serez réélu au Sénat jusqu'en 2017, date à laquelle vous démissionnez de vos mandats pour vous consacrer à Leaders for Peace, une organisation, je cite, qui a pour vocation de proposer une sagesse politique au service de la paix et de l'intérêt général. Ayant commencé à militer chez les jeunes giscardiens jusqu'à devenir secrétaire général de l'UDF, vous avez contribué en 2002 à la création de l'UMP à la suite de l'élection de Jacques Chirac après sa victoire contre Jean-Marie Le Pen. En tant que Premier ministre, vous conduisez toute une série de grandes réformes, la réforme des retraites déjà, celle de la décentralisation, celle de l'assurance maladie et aussi l'application du principe de laïcité à l'école, et j'en passe. Vous êtes le 8e plus long locataire de Matignon sur les 25 premiers ministres que compte actuellement la Ve République. Et vous êtes aussi, je vais finir par là, en ce qui concerne votre portrait personnel, c'est vous êtes aussi très attaché à la civilisation chinoise et plus généralement asiatique, et vous avez été nommé représentant spécial du ministère des Affaires étrangères pour la Chine en 2018. Alors, dans votre livre, vous présentez une vision claire des, on peut dire, immenses défis qui attendent notre pays et qui attendent l'Europe. La France et l'Europe font face à des dangers qu'on pourrait appeler existentiels, que vous résumez ainsi, je vous cite, « Si les États-Unis et la Chine ne s'entendent pas, nous risquons la guerre. Si les États-Unis et la Chine s'entendent, nous risquons de sortir de l'histoire. » Nous sommes pris littéralement, comme vous le dites si bien, en tenaille. Les États-Unis n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, comme l'ont montré le fameux contrat du siècle des sous-marins australiens qui n'ont pas hésité à faire annuler, ou encore le fameux Inflation Reduction Act qui est, entre autres, destiné à ramener les entreprises localisées en Europe, qu'elles soient américaines ou européennes, sur le territoire des États-Unis. Aujourd'hui, et c'est très important, vous le dites à plusieurs reprises dans votre livre, comme l'a parfaitement résumé, expliqué Thierry de Montbrial, ils n'ont qu'un souci, séparer l'Europe de la Russie.
On en reparlera sûrement. Les Chinois, de leur côté, ne sont pas en manque puisque leurs fameuses nouvelles routes de la soie ont notamment pour objet d'affaiblir l'unité de l'Europe. L'unité de l'Europe qui, selon vous, conditionne tout le reste et demeure l'une des grandes questions de ce siècle. Vous constatez malheureusement que sur bien des sujets, la France et l'Allemagne sont aujourd'hui en désaccord. La situation a changé. Et vous préconisez, la formule est très belle, donc je vais vous citer, de passer du romantisme du couple franco-allemand, au réalisme du contrat. Ça, on connaît ici. Alors, enfin, vous appelez à nos compatriotes à un sursaut en souhaitant que notre pays se ressoude en lançant 3 grands chantiers. L'écologie, l'éducation et la réindustrialisation. Et vous plaidez notamment pour une relance du nucléaire et une relance du rail. Voici donc les sujets que nous allons balayer ce soir. Tout le monde sent, je crois de façon presque inconsciente, tout le monde sent que le moment est grave pour l'Europe et pour notre pays et que les choix que nous allons faire dans les mois et les années à venir seront des choix déterminants pour nous tous. À vous la parole. Ah, je vais me lever quand même. L'expression, c'est d'abord de la physique. J'avais répondu à l'invitation d'un ami élu, j'avais oublié qu'il était prof. Et donc, en plus, il lit les bouquins. Donc, c'est un exercice très difficile. Mais je suis très heureux d'être avec lui. Il a un talent fou. J'espère qu'on verra ce talent bientôt au Sénat. Je m'occupe de ce qui ne me regarde pas, mais Et en tout cas, je voudrais vous dire que je suis très heureux ici d'être dans ce lieu où on réfléchit beaucoup et on conseille, notamment avec ce qui est l'essentiel quand même de notre système démocratique, c'est l'état de droit. Et c'est quand même ce qui aujourd'hui est le plus important à préserver dans toutes les secousses que nous avons devant nous, parce qu'il y a quand même beaucoup de secousses. Je ne suis pas très optimiste, malgré mon tempérament jovial. Mais quand je regarde ce qui se passe, j'ai quand même un certain nombre de graves inquiétudes. Donc je vais vous les livrer. Je tire des conclusions plus actives et dynamiques, mais néanmoins, je veux quand même dire que ça fait 50 ans que je fais de la politique intensément. J'ai rarement vu quand même autant de nuages au-dessus de nos têtes. Alors d'abord, il y a ce retour de la guerre en Europe. Je vais aller assez vite sur tous ces sujets pour qu'on ait du temps pour le débat, mais quand même, je suis obligé de m'arrêter un point qui sont quand même essentiels. Cette guerre en Europe est quelque chose que nous ne croyons pas possible. Je suis d'une génération qui est arrivée après la guerre et qui croyait vraiment que les horreurs de la guerre étaient terminées et que c'était terminé pour toujours. Et donc on croyait vraiment que l'histoire avait un sens. L'histoire n'a pas de sens. L'histoire avance et elle recule. Les horreurs du passé sont possibles dans l'avenir. Et donc, c'est quelque chose quand même qui nous est rappelé aujourd'hui et qu'il faut quand même prendre de plein fouet dans notre conscience, notamment pour nos enfants et tous ceux qu'on croyait protégés à vie, qui ne le sont en rien. Cette guerre liée à l'agression russe fait une première victime, évidemment, c'est le peuple ukrainien. Mais il y a une deuxième victime, si la guerre dure, c'est l'Union européenne. Et cette guerre, elle peut tout à fait durer parce qu'on voit mal Kiev aller à Moscou et on voit mal Moscou aller à Kiev. Donc on va avoir des allers-retours, on va avoir des pressions, des tensions, mais on pense qu'à un moment, cette guerre risque de s'enliser. Il faut soutenir les Ukrainiens à fond dans leur démarche jusqu'au bout. Mais il faut aussi être lucide en pensant qu'il se trouvera à un moment une situation un peu déséquilibrée et que si à ce moment-là, il n'y a pas de perspective de paix, on est sur un conflit long, et un conflit long fera une deuxième victime, l'Union européenne. Puisqu'aujourd'hui, très clairement, d'abord nous sommes en état de guerre sur le continent européen, et le chef de guerre n'est pas l'Europe, mais l'OTAN. Premier problème. Deuxième problème, les pays qui sont le plus près de la frontière Est, qui ont peur de la guerre, légitimement, eux, ils appellent les Américains. Ceux qui sont un peu plus loin, comme nous, appelons la souveraineté européenne et, si possible, la défense européenne. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a 2 lignes directrices. Ces 2 lignes, elles passent, ce qui est le plus grave,
par le couple, pour moi le contrat franco-allemand, notamment quand les Allemands décident d'acheter des avions américains. Nous voyons bien que là, on est sur quelque chose qui est assez grave, parce que ça touche à l'unité fondamentale de l'Europe, cette unité fondamentale de l'Europe qui avant tout et surtout est d'abord une unité franco-allemande, parce que c'est là que l'horreur a été le plus surmontée. Et c'est là où est notre message historique. Qu'avons-nous fait, qu'ont fait les générations avant nous de brillants historiques? C'est qu'elles ont surmonté l'horreur par la paix, ce que Chinois et Japonais n'ont pas encore fait. L'unité de l'Europe, c'est ce qui fait notre force après toute notre histoire. Et quand on entend que les Allemands vont mettre 100 milliards dans leur défense, moi je dis que 100 milliards de défense en Allemagne, c'est envisageable à une condition, c'est que le projet soit européen. Si c'est qu'un projet deutsche-allemand, ça ne suffira pas. On est quand même sur des sujets qui vont quand même tirailler quelque peu. Donc, vous voyez que cette guerre en Ukraine, elle est pour nous quand même extrêmement préoccupante parce qu'au-delà des questions d'inflation, d'énergie, on a cette question de la division. Et la division, quand les peuples ont peur, on ne peut pas corriger ça. Les Suédois, ils sont convaincus qu'ils sont menacés. Aujourd'hui, ils ont peur de la guerre. Ils pensent, comme les Polonais, comme les Hongrois, ils pensent que Poutine va arriver un jour chez eux. Et eux, ils demandent qu'une seule chose, ce que nous avons fait dans le passé, c'est le secours des Américains. Donc tout ceci est ancré et difficile. Ça, c'est notre premier sujet qui est au nord-est. Au sud, on a notre sujet quand même africain, qui est un sujet majeur où aujourd'hui la grande entreprise qui se développe, qui emploie le plus de gens, qui attire les jeunes en Afrique, c'est le terrorisme. Et le terrorisme qui est maintenant notamment animé entre autres par Wagner, qui est grosso modo avec l'objectif principal de chasser la France d'abord et d'une manière générale de chasser l'Europe d'Afrique. Et nous sommes dans une situation là où les conflits sont assez graves, où on est en train de perdre de l'influence importante, que la Chine est en train, elle, de prendre de l'importance, tout en connaissant des difficultés majeures, puisque la Chine a des problèmes d'intégration, et les Chinois se rendent bien compte qu'ils sont à la fois appelés mais en même temps rejetés, donc avec cette dialectique difficile. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui où on voit bien qu'il y a une instabilité africaine et une instabilité nord-africaine. On a des difficultés aujourd'hui avec le Maroc, sur les affaires notamment de visa. On a une difficulté avec l'Algérie. On avait des approches nouvelles, mais il y a des déclarations récentes sur les accords de 68 qui sont faits dans cet immeuble d'ailleurs, qui est bien inspiré par ailleurs, mais ici, qui naturellement est assez difficile. On voit bien que l'Algérie elle-même nous tend des prises de position qui sont des rapports de force permanents. La candidature de l'Algérie aux BRICS, c'est quand même quelque chose qui est très préoccupant, car on a bien vu que les BRICS étaient l'alliance qui était enclenchée contre les G7. On avait vu la réunion des BRICS où ils trinquaient à la mort de l'Occident. Donc on voit bien que le foyer anti-occidental, c'est le foyer des BRICS. Et dans ces BRICS, aujourd'hui, il y a une puissance démographique considérable parce que vous avez le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ce qui représente une force considérable. Il y a 30 pays qui sont candidats à ce réseau-là aujourd'hui. Donc, question quand même très importante. Et donc, dans cette question africaine, on voit bien que nous n'avons plus les moyens d'aujourd'hui ni de faire régner l'ordre, faire des interventions militaires, ni d'avoir une puissance économique qui nous donne un rapport de force suffisant. Si vous complétez cette pression au sud, cette pression nord-est, par la tenaille dont parlait Louis tout à l'heure, cette tenaille américaine et chinoise, elle est très claire aujourd'hui. Les Américains veulent nous engager dans la bataille contre les Chinois. À chaque fois, Biden demande à la France de s'engager contre, et pour ça, fait la pression avec l'extraterritorialité des lois, avec le rôle du dollar. Et donc, on voit bien qu'il y a une pression permanente pour que nous nous engagions contre la Chine, et on voit bien que les Chinois font exactement la même chose symétriquement pour faire en sorte que les marchés dont nous avons besoin en Chine ne s'ouvrent qu'en fonction des satisfactions politiques que nous donnons. Et donc on voit bien que nos entreprises aujourd'hui
ont besoin de la Chine. Naturellement, nous avons les L'Oréal, les Schneider, les Sanofi, les Michelin, plus tout le luxe qui est aujourd'hui obligés d'être en Chine s'ils veulent être internationaux. Et tous ces grands groupes qui sont représentés dans ce qu'on appelle l'AFEP, l'Association des grandes entreprises, l'AFEP dit toujours aux dirigeants français, ne nous demandez pas de choisir, pour être mondial, nous devons être en Chine et en Amérique. Et il nous faut absolument les deux, on n'a pas à choisir. Donc on est dans une situation quand même qui est une situation extrêmement difficile, avec une tenaille qui s'accélère avec la question de Taïwan, où on voit bien que l'enjeu américain aujourd'hui de politique intérieure a pris cette affaire de Taïwan comme élément majeur. D'ailleurs, Madame Pelosi, quand elle va à Taïwan, elle accélère les tensions entre les États-Unis, la Chine et le monde, mais elle permet à Biden de faire de bonnes élections de midterm. C'est pas parce que comment est-ce qu'un démocrate aujourd'hui pique des voix à un républicain en tapant sur la Chine? Et c'est le sujet sur lequel il y a un consensus politique. C'est très très dangereux quand on fait de la politique intérieure avec les sujets de politique extérieure. D'ailleurs, la Chine fait monter aujourd'hui le nationalisme aussi de manière très préoccupante parce que naturellement, elle monte contre les États-Unis et elle se sert de cette situation pour engager toujours davantage le nationalisme et développer des partenariats tout autour, des partenariats qui sont contre les Américains. Donc on est dans cette situation où on voit bien que le risque pour nous, et comme disait Louis tout à l'heure, c'est la perte, c'est de la sortie de l'histoire. On a construit l'histoire, notamment l'histoire avec cette puissance occidentale naissante qu'a créé le monde, entre autres, mais on a quand même aujourd'hui une situation dans laquelle on voit bien que si on va à la guerre sur Taïwan, et ça, les Chinois le disent et le redisent, ils font la guerre pour Taïwan. Les généraux l'ont dit, le parti le dit. Ils disent toujours qu'ils sont pacifiques. Ils disent toujours qu'ils n'ont fait la guerre que quand on est venu les chercher. D'ailleurs, nous sommes bien placés nous-mêmes, qui avons quand même mis le sac du palais d'été, et même qu'on a fait la guerre de l'opium, on a empoisonné un peuple pour mieux le gouverner, ce qui n'est quand même pas, en matière de droits de l'homme, un exemple formidable. Il faut dire qu'on a une excuse, et c'est toujours notre excuse, qu'il faut toujours avancer en matière de politique étrangère, c'est la faute des Anglais. Car les Anglais avaient fait la première guerre de l'opium, on a fait que la seconde. Hein. Donc, c'est les Anglais qui nous ont fait... Néanmoins, on est quand même dans une situation où les Chinois n'ont jamais fait la guerre à l'extérieur de chez eux. Ils ont fait la guerre quand ils ont été attaqués. Mais aujourd'hui, ils disent clairement que Taïwan fait partie d'une seule Chine et que la diplomatie mondiale a reconnu qu'il y avait une seule Chine. Si on venait qu'à reprendre cette position-là, il y aurait des tensions. Et des tensions qui sont très préoccupantes parce que ces tensions-là, elles sont notamment avec la proximité que nous avons créée entre la Chine et la Russie assez préoccupantes. Un jour, j'étais président de la commission des affaires étrangères du Sénat quand l'ambassadeur de Russie m'a fait un téléphone le matin pour me dire, c'était aux alentours de 2016, pour me dire « J'ai un message de M. Poutine que je dois vous remettre aujourd'hui ». J'ai appelé tout de suite l'Élysée pour dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, le message de Poutine pour le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, il faut qu'on voit ce que c'est. Ils me disent ne vous inquiétez pas, il a fait la même démarche avec le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et avec le Quai d'Orsay. Recevez-le, voyez le message et nous en parlons après. Le message qui était tout simple, dites à vos amis américains que c'est fini le moment où ils font la guerre sur la terre des autres. La prochaine guerre aura lieu chez eux. Quand même, sujet, on voit que c'est un peu nerveux pour montrer ça, pour être sûr que, naturellement, on a fait exister cette note. La note que j'ai trouvée le plus inquiétante, c'est quand j'ai trouvé Xi Jinping, 3 ans après, au sommet des BRICS, disant la même chose, que ça suffit que les Américains fassent l'ordre du monde en faisant la guerre chez les autres, et que s'il devait y avoir des ripostes, elles se feraient sur le continent américain. Si c'était vrai, et si ça allait dans ce sens-là, ça veut dire que de toute façon, nous sommes impliqués, nous, dans tout ce qui pourrait se passer. A priori, le président Macron a dit dans son dernier voyage qu'il ne souhaitait pas avoir une guerre mondiale pour l'affaire de Taïwan, mais si sur Taïwan, un navire américain va un moment trop loin et que la riposte est sur Philadelphie, on est embarqué, nous aussi, et on est parti dans une tension internationale qui part naturellement sur Taïwan. Donc on est en grand danger s'il y a guerre, et on est en grand danger aussi, parce que comme les Chinois sont des peuples de commerçants,
et que les Américains sont des gens qui s'intéressent aussi très près à leurs intérêts, on peut imaginer quand même qu'un jour ils se mettront d'accord sur les puces et sur un certain nombre de sujets, et qu'ils se partagent un certain nombre de biens et qu'ils nous mettent hors court-circuit sur ces deux sujets. Donc nous nous disons aujourd'hui que notre Europe, aujourd'hui, elle est quand même menacée de disparition parce qu'on a tout autour de nous des forces qui ne tiennent pas à notre puissance et qui ne tiennent pas à notre existence. Notre seule façon de nous sortir de cela, c'est l'objet de ma conviction, là, c'est de se dire que nous n'avons pas fait une Europe puissance, Giscard l'avait dit en son temps, on a fait une Europe marché, on a créé un marché pour créer des richesses. Et on a créé autour de ce marché des recettes, et pour créer des richesses, il faut créer des échanges, et pour créer des échanges, il faut que la concurrence soit le plus fort possible. Donc on a essayé d'écraser toutes nos grandes forces, tous les mastodontes qui pouvaient écraser la concurrence. Donc le monde entier aujourd'hui a fait le retour des États-puissances. Alors on voit le retour de l'Iran, le retour de l'Arabie saoudite, le retour de la Turquie, le retour des uns et des autres. Ils viennent tous avec des grandes puissances, des mastodontes industriels et économiques, et on les voit se développer et organiser la compétition, pendant que nous, on veille bien à ce que Siemens et Alstom restent bien séparés pour ne pas créer un grand groupe, une grande puissance qui viendrait à un moment à créer une position dominante. Donc, j'imagine qu'il y a plein de papiers là sur le droit de la concurrence. On doit être bien placé pour pouvoir commenter ce sujet. Mais ce que je vois aujourd'hui clairement, c'est que ce n'est pas avec le droit de la concurrence aujourd'hui qu'on va faire les rapports de force dont on a aujourd'hui besoin. Et donc, il faut essayer de créer une certaine puissance. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit conscient que nous avons besoin d'une puissance européenne. Et donc, dans ce contexte-là, comment essayer de créer une puissance? Alors, à mon avis, je vais très vite maintenant sur mes propositions. D'abord, sortir de la tenaille russe et chinoise et américaine. Pour ça, de mon point de vue, il faut un sujet stratégique avec chacun. Il faut qu'on soit proche des deux sur des sujets qui comptent pour les deux. Ça me paraît possible. Ça me paraît possible de jouer avec les Américains la carte de la défense et de la promotion de la démocratie. La démocratie est en danger dans le monde. La démocratie a de moins en moins d'électeurs, la démocratie a de moins en moins d'efficacité, et nous sommes sur des territoires aujourd'hui où les démocraties ne répondent plus aux aspirations qu'elles ont créées. Et ça, c'est vrai partout. Mais les démocraties ne travaillent pas ensemble. Est-ce que vous avez entendu parler d'un travail entre la démocratie française et la démocratie japonaise, ou entre la démocratie coréenne? Est-ce que même en 50 ans de vie politique, j'ai jamais assisté à une réunion où on se disait, tiens, avec Singapour, comment est-ce qu'on analyse un peu la situation? Quelle bonne pratique on pourrait avoir? Un Singapour, on vous met en prison si vous crachez par terre. Donc, c'est sévère. Enfin, c'est une décision qui est prise par des élus du peuple. Donc, c'est de la fermeté démocratique. Donc, on peut discuter de la place de l'autorité dans la démocratie. On peut discuter d'un certain nombre de choses. Nous, on est très inquiets parce qu'on voit ce qui s'est passé au Capitole, ce qui se passe avec nous dans la situation française et l'état de notre Assemblée nationale qui est quand même très préoccupante. On a vu ce qui s'est passé au Brésil. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement difficile. Mais le plus dur, c'est que quelle est la réaction des gens dans cette situation? C'est qu'au lieu de se dire « ça ne marche pas, on va voter », ils disent « ça ne marche pas, on ne vote pas ». C'est-à-dire qu'on affaiblit le sens même, je dirais presque le sang de la démocratie. S'il n'y a pas de participation, il n'y a pas de légitimité. S'il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas d'autorité. Et donc on est dans une situation où ça va quand même, à un moment ou à un autre, mal finir. Et ça, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Israël, c'est vrai dans beaucoup de pays européens. Et combien de manifestations se terminent aujourd'hui dans la violence, y compris à Madrid, y compris à Berlin. Donc je crois que les États-Unis, au moins, ils ont cette force-là d'avoir une démocratie qui croit encore à la participation. Comment ils battent Trump? Trump, il fait quand même un succès politique incroyable. Il fait 6 millions de voix de plus à la fin qu'au début du mandat. Quand un homme politique fait 6 millions de voix de plus, on peut considérer qu'il a bien travaillé, objectivement. 6 millions de voix de plus à la fin qu'au début, ça veut dire quand même que les gens sont assez contents de lui. Et donc, il y a une participation qui le soutient bien. Ça, c'est sa logique populiste. La logique qu'il fait, c'est qu'il ne cherche pas à rassembler le pays, il cherche à développer son structure. Donc, il parle à ses clients, il développe ses propres clients. Et donc, il a une logique qui est une logique naturellement partielle. Mais néanmoins, c'est une logique qui gagne des électeurs. Donc, quand même, qui garde les siens et qui en gagne d'autres. Donc, c'est quand même quelque chose qui a un succès démocratique. Mais Biden a réussi en montant la participation à 80 millions de votants. C'est parce qu'ils sont allés voter
qu'aujourd'hui, les Américains ont pu battre Trump. Et on voit bien que nous, c'est le contraire en Europe, plus ça va mal et moins ils vont voter. Et nous, on a aujourd'hui des maires qui font n'importe quoi, mais qui sont élus avec des taux de participation de 17%, 18%, 20%, qui sont vraiment des minoritaires dans leur ville, de manière assez préoccupante. Donc je pense que avec les Américains, il faudrait prendre ce sujet. Biden avait la bonne intuition, il a promis dans sa campagne électorale de faire ce front des démocraties, mais ce front des démocraties, il a fait une première réunion, mais alors c'était pendant le Covid et c'était en visio, et il l'a fait contre la Chine. Donc il a voulu nous mobiliser tous contre la Chine. Mais notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas d'être contre la Chine, c'est d'être pour la démocratie et de trouver des bonnes pratiques qui vont ramener les électeurs aux urnes et qui vont donner à nos systèmes de l'avenir. Car nos systèmes, autrement, ils sont condamnés. Donc là, je pense vraiment qu'il y a à travailler. Et il faut travailler avec les démocraties de l'Est, mais les démocraties d'Amérique latine aussi, les démocraties d'Afrique. Et c'est, je pense, très important, notamment, je vois la Corée du Sud, il y a des choses très intéressantes à voir avec eux. Et c'est, je pense, important commune avec ses partenaires pour essayer d'inventer un peu ce qui va sauver notre propre démocratie. Et d'ailleurs, ça a un avantage que ce n'est pas agressif vis-à-vis des systèmes totalitaires, parce qu'eux-mêmes cherchent à renforcer leur système, qu'ils renforcent leur système, qu'ils travaillent leur système, mais nous, au moins, travaillons le nôtre, et travaillons-le avec les États-Unis. Ça, c'est, je crois, cet axe-là qu'il faut essayer de développer, travailler pour les démocraties, inventons un régime, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à faire en sorte que finalement on ait une maire de Paris aujourd'hui qui est élue, je ne sais pas avec le taux de participation, mais qui est vraiment un taux de participation assez faible. Donc, avec les États-Unis, travaillons en démocratie. Respectons ces Américains qui savent quand même ce que c'est que la démocratie parce qu'ils vont voter quand ça va mal. Et puis, avec les Chinois, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il faut développer l'Afrique. Il y a 5 ans, M. Valls, Premier ministre, et M. Li Keqiang, Premier ministre chinois, avaient décidé de faire un forum à Dakar pour faire un accord Afrique, Chine, France pour un développement tripartite. Les entreprises françaises de l'époque n'ont pas voulu, en disant on ne va pas être le cheval de Troie des entreprises chinoises. 5 ans après, les entreprises françaises ont changé d'avis. D'abord, on a vu qu'il y avait des changements politiques, il y avait des changements de la montée du terrorisme, que M. Bolloré se retirait, qu'il y avait un certain nombre d'entreprises, nos banques se sont en partie retirées. On n'a plus la même force, tout ça. Donc aujourd'hui, tout le monde est favorable à ce qu'on fasse l'alliance des moyens chinois avec les stratégies européennes et avec les besoins africains. Et donc il y a quelque chose là qui est quand même très important parce qu'on voit bien qu'il y a 1 milliard de jeunes à intégrer en Afrique d'ici la fin du siècle. Si ce n'est pas nous qui faisons des choses avec l'Afrique, c'est le système terroriste, c'est le système migratoire, c'est le système qui va être la réponse. Et il ne faut pas croire que l'Europe sera heureuse si l'Afrique est malheureuse. Donc on est obligé de travailler cette question. Et on a un grand continent, qui est le continent chinois, qui a envie de travailler. D'ailleurs, il y a aussi les Japonais, il y a aussi les Indiens qui s'intéressent à l'Afrique. On aurait peut-être intérêt à mettre l'Asie dans ce domaine et d'avoir une action multilatérale sur l'Afrique pour essayer de sortir de cette tenaille. Mais à mon avis, on sortira de la tenaille que si on a quelque chose de stratégique avec la Chine et quelque chose de stratégique avec les États-Unis. Autrement, on va être ballotté et on aura le destin d'une balle de ping-pong, c'est-à-dire de prendre des coups de raquette. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui me paraît très important, c'est sortir de cette idée de couple avec l'Allemagne. C'est de penser plutôt à des logiques de contrat qu'à des logiques de couple. C'est-à-dire voir un peu les points sur lesquels on a des accords et on a des désaccords. Il y a un sujet très clair, c'est que jamais les Allemands n'accepteront le nucléaire. Jamais les Français sont capables de se passer du nucléaire. Donc il faut regarder les choses en face. Si nous, on n'est pas capable d'avoir du nucléaire, on n'aura pas l'indépendance et on n'aura pas un coût de l'énergie performant. Mais jamais on aura les Allemands. Ils sont organisés aujourd'hui, politiquement notamment, avec ce partenariat avec les Verts, qui est quelque chose d'assez déterminant. Il y a en plus dans le pays beaucoup d'enracinement sur cette question-là. On voit qu'on a un certain nombre de sujets qui sont vraiment divergents et pour lequel il faut accepter, il faut qu'on mette ça sur la table, il faut qu'enfin on accepte de parler d'un certain nombre de divergents, pas faire croire qu'on est systématiquement d'accord sur tout. On a besoin d'être d'accord sur un certain nombre de choses. Je pense que sur les relations avec la Chine,
Macron a vu juste quand il a reçu Xi Jinping avec Merkel, quand il va voir Xi Jinping ensuite, il emmène les entreprises allemandes, il travaille sur ces questions-là. Là, la dernière fois qu'il est allé, il est allé avec Van der Leyen, il fait tout pour essayer de montrer que la relation entre l'Europe et la Chine, c'est d'abord une relation franco-allemande avec les Chinois. Donc on a un certain nombre de politiques qu'on peut développer avec les Allemands, notamment dans nos relations internationales. Mais il faut qu'on accepte qu'il y ait un certain nombre de désaccords et que ces désaccords ne nous permettent pas d'agir et qu'on puisse avancer pour sortir de cette logique de couple, plutôt dans une logique de contrat. Et donc, dans ce contexte-là, quand on sort un peu de la tenaille, sur quoi il faut essayer de trouver la force de l'Europe, la puissance de l'Europe. Si on veut non pas être une Europe espace, mais une Europe puissance, qu'est-ce qu'il nous faut de ça? Au fond, moi, c'est ma conviction, mais c'est une réflexion parmi d'autres, c'est qu'on est fort quand on est leader. Aujourd'hui, notre monde, il respecte les leaders. Or, en quoi pouvons-nous être leaders dans ce monde? On ne peut pas être leader sur l'agriculture, on l'a été, on ne le sera plus. On ne sera pas leader sur l'industrie. On ne sera même pas leader sur la partie qui était la nôtre, qui était avec les Allemands, l'automobile, parce que si ça continue comme ça, on va finir par subventionner les entreprises, les voitures électriques chinoises. Donc on va développer l'électrique terrible, et puis ils sont en train de produire à fond des voitures, donc on est en train de créer une demande aujourd'hui très, très, très forte de voitures électriques, et on est en train de regarder les Chinois qui sont en train de produire. Donc là, il va falloir remettre un peu les pendules à l'heure, mais bon. J'aime bien tous ceux qui disent il ne faut pas être bien avec la Chine, il faut être bien avec la Chine. D'accord, mais enfin, ce n'est pas la peine non plus de leur créer un marché du véhicule électrique hyper puissant en Europe qui vont venir chercher tranquillement. Donc, je pense que les sujets sur lesquels nous pouvons être forts, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un sujet, alors il est un peu dans l'air du temps, mais il y a un sujet qui me paraît fait pour nous. C'est un sujet... les jeunes hommes politiques ou femmes politiques qui sont ici, j'en vois des très très jeunes que j'ai connus il y a très peu de temps, quand on a commencé, Laurence, à faire de la politique, toi et moi, tu étais bébé, je sais bien, la planète n'était pas un sujet. On n'a jamais parlé de planète. On parlait de la Lune éventuellement pour que les Américains la découvrirent, mais on n'a jamais parlé de la planète. Aujourd'hui, tous les jeunes du monde entier veulent défendre la planète. J'avais jamais vu ça, mais des lycéens qui sortent de leur lycée pour aller défendre la planète. Et ils font ça à Melun, ils font ça à Chasseneuil, ils font ça à Bangalore, ils font ça à San Francisco, ils font ça à Chicago, et à Shanghai et ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un consensus dans les jeunes têtes aujourd'hui sur ce qui pourrait être presque un nouvel humanisme, c'est défendre la planète pour défendre l'humanité. Ça, on est dans un monde où il n'y a que des tensions partout. Il y a un sujet où tout le monde semble d'accord et on ne le fertilise pas. Ça, je ne comprends pas. Ça, politiquement, ça me paraît être une grave erreur. Alors, sans doute qu'il y a des problèmes de vocabulaire, sans doute qu'il y a des problèmes politiques parce que les Verts ont pris la propriété de l'écologie, donc tout ça. Mais je pense qu'il faut parler de planétisation de la politique. La planète est devenue un objet politique. Et cette planète, il faut la rendre compatible avec les aspirations de l'homme et avec l'avenir de l'homme. Et donc cette logique-là, c'est quelque chose de très important. J'étais avec le président dans son voyage en Chine récemment, on a vu des jeunes communistes qui refusaient d'être nommés, des gens de 30 ans, 35 ans, nommés à Pékin ou à Shanghai parce qu'ils ont des jeunes enfants et que là-bas, comme en France, les pédiatres disent que les enfants de moins de 10 ans, quand ils n'ont pas un air pur, ils ont les poumons qui sont abîmés durablement. Et donc, à moins de 10 ans, vous abîmez les poumons sérieusement de vos enfants quand vous êtes dans une ville polluée. Eh bien, vous avez des jeunes ambitieux chinois qui ont des promotions à Pékin ou à Shanghai et qui refusent d'y aller parce qu'ils pensent d'abord aux poumons de leurs enfants. Eh bien, ça, c'est quelque chose que vous voyez partout dans le monde. Alors, si on n'est pas, nous, politiques, capables de s'appuyer sur les consensus quand on veut faire de la politique, il y a un petit problème quand même. Et là, l'accord de Paris, il est chez nous, c'est quelque chose qui nous aide. On est globalement en avance sur un certain nombre de ces sujets. Je pense qu'on devrait travailler un peu ces questions-là et essayer de faire en sorte qu'on puisse s'afficher sur un certain nombre de priorités dans cette nature. Et sur le plan français, pour être concret, mais j'ouvrirai les débats et on pourra développer ça plus précisément, mais il y a deux politiques
Il y a un autre truc qui ne va pas très bien en France, il y en a plein qui ne vont pas. Hein. On a un bon président de mon point de vue, mais d'abord il est tout seul, et en plus il aime être tout seul. Alors il n'a pas de parti, il n'a pas de ministre, il n'a pas de ça, tout ça, c'est quand même difficile. Hein. Donc il a beau être doué, mais c'est quand même un peu compliqué. Et dans ce contexte, il y a quand même 2 ou 3 choses qui ne vont pas. Il y en a une qui n'est pas de sa faute, mais qui a été avant lui, où on a quand même tué toutes les structures de moyen et long terme. Je parle devant un ancien Datar, délégué à l'aménagement du territoire, qui est ici. On était dans une période où on savait qu'on conduisait les collectivités. D'abord, à être un peu plus intelligent, à avoir des études, à rencontrer des gens, à avoir de la matière grise, et donc à venir un peu à la Datar, grandir en percevant ce qu'est l'avenir de la démographie, l'avenir des richesses d'un territoire. Donc on apprenait des choses et tout le monde grandissait avec cette logique-là de conseil un peu de l'État dans la prospective. Et puis, on avait eu des contrats de moyen terme. On dépassait le fameux principe d'annuité budgétaire en construisant des plans à 5 ans et en faisant que les élus étaient obligés d'avoir au moins une vision à moyen terme. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on manque complètement de moyen terme et de long terme. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez préoccupant et qui, dans notre action politique, est vraiment dangereux. Je crois que si on veut du nucléaire et si on veut du ferroviaire, pour prendre 2 exemples qui sont intéressants, parce que ce sont 2 exemples sur lesquels on a eu des leaderships français, qu'on peut encore avoir du leadership français, et qui sont complètement compatibles avec une logique de planétisation de la politique. Et donc, sur ces 2 sujets, si on veut avancer, il faut faire un plan de 30 ans. Il faut investir. On n'a plus beaucoup de capacités budgétaires, on n'a que des capacités de long terme. Et donc, tout le problème est de faire des choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas annoncer des priorités en même temps. Et donc, il faut trouver, naturellement, il faut que le CNRS fasse des recherches sur tous les sujets et puis nous indique les quelques bons qui sont à fertiliser, mais il faut quand même faire des choix. Et à un moment, il nous faut, je pense, des plans au moins à 15-20 ans pour pouvoir être capable de construire une vraie puissance. Et quand vous voyez, on discute des régimes autoritaires qui sont vraiment pas simples. L'hydrogène, et en tant qu'ils sont partis avec une véritable puissance. Donc nous, il nous faut engager la France avec du long terme, mais naturellement du long terme sur des choix, ce qui avait été fait dans le passé. Il y a des bons choix, il y a des mauvais choix. Ma foi, on assume les mauvais choix. On peut faire un Concorde de temps en temps, on en profite technologiquement, mais il y a aussi quand même un certain nombre de bons choix qui sont faits, comme ceux du nucléaire. Donc voilà, moi je pense que c'est autour de cette idée aujourd'hui d'Europe puissance, d'une Europe qui se mobilise sur une priorité, sur une sorte de leadership qui va avec nos valeurs, de leadership que nous pouvons construire autour de cet consensus qui est le consensus fort de la société civile, des sociétés civiles. Aujourd'hui, la politique est en train de reculer. D'ailleurs, quand la violence avance, c'est que la politique recule. La politique a été inventée pour faire des règles ensemble, pour faire en sorte que les gens vivent ensemble et se respectent et des règles pour ne pas se taper dessus. Et donc, quand on se tape dessus, c'est que les règles, c'est qu'on a des problèmes d'organisation politique. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui de voir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font grâce aux sociétés civiles. Et donc, et partout dans le monde, les sociétés civiles sont en train de prendre de l'importance. Et donc, il faut vraiment, je pense, essayer de jouer un leadership européen en s'appuyant un peu sur les sociétés civiles. Je termine pour vous détendre sur l'histoire qui m'a fait rencontrer un jour les sociétés civiles, ce que je n'avais pas vu. Jeune président de région, je ne croyais qu'à la société politique. Et j'étais élu en Poitou-Charentes. Et un jour, on nous annonce la création à Rochefort, en Charente-Maritime, de 500 emplois qui viennent des États-Unis s'installer en Charente-Maritime. Alors, vous imaginez la fête à l'époque, l'emploi, on n'était pas dans des situations, c'était vraiment le chantier politique. Donc là, banc et à l'arrière-banc, on fait la grande fête, c'est dans la zone industrielle de Bel-Air à Rochefort, on y va, les écharpes, tout le monde sorti, et le Pinot des Charentes au fond de la salle, tout est prêt, et on y va. Premier discours, le maire, merci à tous les employés municipaux, merci à l'équipe municipale qui, grâce à la dynamique locale, a vu les VRD être aménagés dans cette bonne ville, pas de Melun, mais de Rochefort, et
Mais ça aurait peut-être pu être comme ça. Et grâce à tout ça, nous avons réussi à satisfaire toutes les demandes de cette entreprise. Sur ce, le président du département est arrivé. Ah, grâce à notre agence départementale, nous avons réussi à attirer cette entreprise là-bas du Texas qui est venue à Charente-Maritime, à Rochefort, sur la zone industrielle de Bel-Air. Et là, le jeune président de région de l'époque, tout frais élu, arrive et dit, grâce à la politique de formation professionnelle, qui est connue jusque aux États-Unis, ils savent que c'est la meilleure de toutes les politiques d'Europe, qui est là-bas en Poitou-Charentes, et c'est comme ça qu'ils sont venus dans cette région pour avoir notre subvention. Et grâce à ça, ils ont traversé l'Atlantique pour venir en Poitou-Charentes, en Charente-Maritime, à Rochefort et dans la zone de Bel-Air. Et naturellement, comme c'était fait, on avait fait venir notre ministre local, qui était le Philippe Marchand, ministre de l'Intérieur, qui, grâce à l'action des ambassadeurs, grâce à la diplomatie, tout ça, nous avons réussi à mobiliser toutes les forces et faire respecter la France, qui est le pays qui a l'attractivité la meilleure dans le monde. Et tout le monde, marseillaise, tout le monde était content, tout ça. Et on allait voir notre petit pinot d'honneur, comme d'habitude, quand le chef d'entreprise lève le doigt et dit « Est-ce que je pourrais vous dire merci ?» Oui. On avait oublié de lui donner la parole, moi c'est pas grave. Mais, donc on le laisse le pupitre, on est tous contents, on reste tout, on retarde notre pinot, on était prêts à ce sacrifice. Et il monte à la tribune, et dans un français impeccable, si vous saviez le bonheur qui est le mien de créer 500 emplois dans ma ville natale. Depuis ce jour-là, je sais ce que c'est que la société civile et qu'il faut arroser les forces qui sont les nôtres. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur l'unité des pays européens. Alors, moi, je m'appelle Boris Stoïkov, je suis d'origine des pays de l'Est. Voilà, donc on a parlé de l'Afrique, je trouve que c'est une question extrêmement importante évidemment, mais aujourd'hui le feu brûle à notre frontière européenne. On le voit, les pays de l'Est sont extrêmement inquiets. Avec l'Ukraine, vous en avez énormément parlé. J'ai énormément de questions pour vous, mais je vais me limiter. Hein. Je veux juste aborder cette question concernant M. Poutine, qui est un petit peu au centre de tout ce qui se passe. Vous le connaissez, vous l'avez rencontré. Alors, M. Poutine, on ne le voyait pas comme un guerrier qui allait envahir un pays comme l'Ukraine. Mais on voit bien l'Ukraine, c'est quelque chose qui est une espèce de cour pour la Russie. C'est l'ancienne province, c'est de là que c'est parti, leur culture, etc. etc. Et dès que les Ukrainiens ont voulu couper le cordon avec la Russie, bon, ça s'est passé après Maïdan et 2014. Évidemment, les Russes, ça les a extrêmement irrités et ils ont commencé par reprendre la Crimée. Voilà, on ne va pas aborder le sujet, ce n'est pas ça la question. Mais je trouve que la diplomatie européenne, malgré notre force, l'unité qu'on montre aujourd'hui, elle pêche à trouver une solution. Et aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à la voir. Donc, vous qui connaissez Poutine, la France a toujours voulu avoir une bonne relation avec la Russie. Je pense, moi personnellement, que c'est profitable à l'Europe tout entière, à la France, etc., d'avoir une bonne relation avec un pays si immense que la Russie, avec autant de ressources, etc., etc. Aujourd'hui, on est en conflit, on peut le dire. On dit on n'est pas en guerre avec la Russie, mais finalement, on l'est. On est en guerre. On envoie des chars en Ukraine. Personne ne va plus appeler Poutine, personne ne lui parle. Où est la solution? Pourtant, on a fait des grands cadeaux. La France a fait des cadeaux à la Russie. On a une magnifique église russe en face de la Tour Eiffel. Hein, on la voit. Donc, c'était une volonté de Poutine. On lui a accordé ça. Donc, aujourd'hui, comment ça se fait qu'on n'arrive plus à trouver une solution à un problème? On sait que la difficulté, c'est aussi les Ukrainiens, mais on a pris une position ferme derrière eux, avec eux. On est avec eux, bien sûr qu'on est avec eux. On n'a jamais voulu une agression de ce pays. Mais comment on s'en sort? Parce que moi, je ne sais pas. Le Poutine, ça va durer encore 5 ans, peut-être 10, j'en sais rien. Mais on voit bien que c'est une génération en Russie
qui est en train de partir. Autour de lui, il y a une espèce de club. Voilà, on voit le ministre de la Défense, Shoigu, on voit les autres. Bon, c'est des gens qui sont d'une génération qui est vers la fin de leur carrière politique. Alors, Trump, il dit, en une journée, j'arrête cette guerre. Qu'est-ce que vous en dites aussi? C'est ma deuxième question. Merci. La deuxième est plus courte que la première. Oui. Je voudrais... je connais bien Poutine, en effet, parce que Poutine est un ami de Chirac, était un ami de Chirac. Et j'ai eu l'occasion de le voir un grand nombre de fois, même si je l'ai vu très, très sympathique, très chaleureux, très détendu, pas dictateur du tout dans ses attitudes. Je l'ai quand même vu en toutes circonstances, toujours très KGB. Hein. Quand vous rentrez dans son bureau, même si vous étiez un ami, il était assis là-bas au fond. Moi, je rentrais là. Il vous laisse avancer. Il reste assis à son bureau. Il vous envoie ses deux yeux de laser, la grille, qui sont pénétrants. Il vous regarde marcher, regarde si vous mettez vos mains, ça. Il vous affaiblit dans le rapport de force. Et quand vous êtes à 1 mètre du bureau, il se lève et il vous salue. Donc il met en situation de rapport de force physique, communication non verbale, très, très claire. Ça, c'était vraiment le KGB. Le problème, c'est que, historiquement, on voit toujours quand même que les gens autoritaires dérivent toujours dans le même sens, hein, vers la dictature. Quand les régimes autoritaires dérivent rarement vers la démocratie. Hein, ça va toujours dans le même sens. Donc là, on voit bien qu'il est parti dans un sens dans lequel on l'a en partie accompagné. Moi, je doute des sanctions. Je suis fidèle de Kissinger. Kissinger disait toujours, ne mettez jamais les intérêts de la Russie et de la Chine dans le même pot. Avec les sanctions, nous avons mis dans le même pot les intérêts de la Chine et de la Russie. C'est nous qui avons construit le front russe et chinois. Historiquement, les Chinois et les Russes sont très hostiles les uns aux autres, non seulement avec leurs frontières, mais avec leur parti communiste, avec leur histoire. Et c'est nous qui avons créé ce pôle-là en les mettant. Et c'est notamment à partir de Bush que les choses se sont passées. Et donc, il est clair que Poutine est quelqu'un qui dérive actuellement, pour ne pas perdre la face, pour tenir son régime, pour ça. Donc, l'orgueil étant, donc, à chaque étape, on voit qu'il est en train de dériver toujours dans la même direction. Pourquoi on ne voit pas la fin? C'est parce que nous avons décidé, vous le disiez dans la fin de votre première question, qui était la réponse au début de votre question, c'est parce que nous avons décidé de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils considèrent être une victoire sur le terrain. Les Ukrainiens ne veulent pas aller à la négociation sans une victoire territoriale. Et donc, la question, c'est est-ce que cette victoire est possible? Mais on a pris la position d'aller avec eux jusqu'au bout de cette victoire territoriale. Et donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quand même quasiment une faute inamicale de dire que nous voulons le cessez-le-feu, que nous voulons une négociation. Parce qu'ils veulent une victoire avant la négociation. Ils veulent le rapport de force avant la négociation. Ils pensent qu'ils obtiendront une négociation satisfaisante si ils vont après une victoire. Mais quelle est cette victoire? Est-ce que c'est une partie du Donbass? Est-ce que c'est la Crimée? Est-ce que c'est même une partie d'attaque en Russie? C'est quelque chose qui est très difficile. Le président Macron a évoqué cette question très précisément avec M. Xi Jinping. Et Xi Jinping dit, moi je veux bien intervenir sur Poutine et sur les autres. Je veux bien peser pour qu'il y ait une conférence. Mais il faut que vous soyez au bout de l'attaque militaire des uns et des autres. Il faut que vous soyez au bout de cette attaque militaire pour que nous plaidions pour une nouvelle Helsinki. Helsinki 75 avec Giscard qui définit avec tous les pays participants la relation entre l'Union européenne et la Russie, c'est-à-dire notre frontière Est. Donc il faudra cette conférence-là. Mais cette conférence, on ne peut pas la faire tant que les Ukrainiens ne sont pas allés au bout de ce qu'ils attendent comme victoire militaire. La question, c'est d'abord, est-ce qu'on peut gagner une victoire militaire contre quelqu'un qui a la bombe nucléaire?
question stratégique très, très difficile. Beaucoup de gens disent oui. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont en guerre, mais de Paris. Hein. Je vois beaucoup de gens qui... Mais enfin, est-ce qu'on envoie nos soldats sur le terrain à un moment ou à un autre? Sur cette question, ce ne sera peut-être pas la même chose. Et donc, on voit bien qu'on aura besoin d'une négociation. On aura besoin d'une négociation parce que personne ne pense que Kiev réduira Moscou ou que Moscou réduira Kiev. Donc, il y a un moment où les choses vont s'équilibrer. C'est là où il y aura une négociation et, si possible, un cessez-le-feu. Mais ça veut dire que ça peut être long. Ça peut être par des Ukrainiens qui souhaitent faire durer un peu cette bataille-là, mais ça peut aussi, à un moment ou un autre, mal tourner. C'est-à-dire que moi, je me méfierais quand même des questions d'orgueil de Poutine. Je ne crois pas, contrairement à ce qu'on lit quelquefois, je ne crois pas que Poutine soit menacé par plus modéré que lui. Il est menacé par plus dictatorial que lui. Et donc, il trouvera notre sympathie au dernier moment. Parce qu'il sait très bien qu'il ne sera pas le plus extrémiste de tout. Parce qu'il a quand même une expérience internationale. Et donc, il sait qu'il a une petite marge de négociation. Mais encore faut-il que son orgueil, que sa puissance, qu'il y a un moment, il ne peut pas accepter la défaite. Il peut accepter une défaite partielle, il peut accepter des difficultés sur le terrain ici ou là, mais il ne peut pas accepter la perte de la guerre en Ukraine. Parce que là, il cherchera à un moment ou à un autre une victoire, et notamment avec ses armes tactiques, il pourra sans doute l'obtenir. Donc, en résumé, moi, ce que je crains, c'est la guerre longue. C'est qu'on soit derrière les Ukrainiens toujours dans une guerre longue. Pourquoi je crains la guerre longue? Parce que je pense que ça affaiblit considérablement l'Europe. Alors, évidemment, je pense au peuple ukrainien qui est la première victime, mais je pense quand même à la construction européenne qui est en train de souffrir considérablement de cette situation. Mais l'issue, il n'y a pas d'autre issue que Helsinki 2. C'est de repartir avec les Russes pour définir notre relation à l'est de l'Europe. Et ça, ce sera... De toute façon, Poutine, il ne veut pas négocier avec Zelensky. Poutine, il veut autour de la table Biden, les Européens, et nous voulons les Chinois, pour essayer de maîtriser un peu Poutine. Donc, cette conférence-là, le président français y travaille, et à mon avis, c'est un sujet sur lequel il a les fils nécessaires pour y arriver. Sur Trump... Oui, mais si vous voulez, c'est un coup de communication. C'est un peu comme s'il faudrait boire de l'acide chlorhydrique pour se soigner l'estomac, quoi. C'est ce type de position. Bon. On peut toujours arrêter la guerre à un moment ou à un autre. Il peut tout arrêter, tous les financements, mais il aura quand même des difficultés parce que il faut quand même dire une chose. Les Américains, ils fragilisent la Russie, ils embarrassent la Chine, ils divisent l'Europe, ils vendent du blé, ils vendent du gaz et ils vendent des armes. Donc il n'y a pas que des perdants dans la guerre. Hein. Donc ils sauront parler à Trump, cela, ne vous inquiétez pas. Monsieur le Premier ministre, merci pour votre brillant exposé. Vous avez tracé une perspective de leadership de l'Europe autour de la jeunesse et de l'écologie. Si on regarde l'histoire, le leadership, ça s'exerce aussi avec des outils. Les Américains, en 1945, ont installé une monnaie, une armée. Les Chinois, aujourd'hui, installent une puissance démographique au service du commerce et un État centralisé très puissant. Selon vous, au-delà de cette perspective autour de la jeunesse et de l'écologie, quels seraient les outils qu'il faudrait installer en Europe qui nous permettront d'exercer un leadership? Je pense que c'est la politique. C'est la politique parce que dans cet affrontement, je pense que notre relation avec les États-Unis et notre relation avec la Chine, si elles sont stratégiques, je crois qu'on aura là la force politique. Alors naturellement, il nous faut une défense européenne quand même. Hein. Bon, un autre, il nous faut des accords européens. Il nous faut par exemple un accord avec le Royaume-Uni. Moi, je ne suis pas
très heureux quand je vois souvent les Français, notre réaction, même moi tout à l'heure, j'ai envoyé ma fléchette contre les Anglais. Je ne suis pas pour qu'on se sépare trop loin, trop longtemps des Anglais. Euh, la vraie défense européenne, c'est la somme des deux défenses, et c'est les accords de Lancaster House entre les Anglais et les Français. Et quand Poutine est dans les eaux territoriales européennes, c'est les sous-marins français et anglais qui le ramènent chez lui et vite fait. Et donc, je pense qu'on a besoin. Naturellement, l'armée britannique est sous influence américaine. Néanmoins, elle est aussi concernée par la protection du continent. Et on travaille très très bien. Les militaires français et les militaires britanniques travaillent très très bien en très bonne cohérence. Donc je pense qu'il faut faire attention à ces sujets-là. Donc sur la défense européenne, il faut avoir une vision aussi avec les Britanniques. Je pense qu'on a certes notre marché, on a notre relation stratégique avec nos deux partenaires, on a notre représentation politique qui doit être importante à l'ONU, mais dans ce que sera le prochain multilatéralisme. Mais il ne faut pas se faire d'illusions aujourd'hui. Euh, Tant qu'on n'a pas été capable de construire une défense européenne, notre rapport de force, c'est l'intelligence politique. Aujourd'hui, c'est ce que De Gaulle appelait l'indépendance. C'est que on peut avoir notre force pour nous défendre, nous, mais on ne peut pas faire croire aux gens qu'on va avoir une puissance comparable à ce qu'est la Chine et de ce qui est comparable des États-Unis. Euh, la Chine aujourd'hui a un budget militaire qui est le tiers de celui des États-Unis, il augmente de 10% par an. Donc de toute façon, sur ce créneau-là, sur l'intelligence artificielle, on n'est quand même pas en première ligne. Sur tous les grands sujets, sur l'hydrogène, on n'est pas forcément en première ligne non plus. Donc on n'a pas de sujet qui s'impose sur notre propre leadership. Si on peut le trouver, on le trouvera. Mais on va le trouver comment? On va le trouver en ayant des partenariats avec l'un et avec l'autre. Moi, je crois. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on peut faire croire à notre puissance, mais notre puissance, nous l'aurons que si nous avons les opinions publiques, si nous sommes les champions de la protection de la planète, je pense qu'on peut avoir les opinions publiques mondiales avec nous. Je pense qu'il faut jouer un peu cette légitimité des opinions publiques mondiales. En tout cas, je ne vois pas d'autres forces. Hein. On peut me dire qu'on peut essayer d'autres forces, mais franchement, quand vous voyez les exigences que nous avons aujourd'hui dans notre mode de vie, dans notre droit, dans notre protection du droit, dans les systèmes de recours que nous organisons ici ou là, notre système d'état de droit, c'est cette valeur politique qui est la nôtre. Hein. C'est à nous de la mettre en œuvre, mais les totalitaristes seront quand même toujours plus puissants que nous. Quand vous voyez l'Arabie saoudite, les projets qu'elle développe. L'Arabie saoudite, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut une ville de 170 km de long. Et donc, c'est quelque chose d'assez formidable. Ils créent pour 500 milliards un port flottant. Ils créent des très grands chantiers, ils emmènent des très grandes entreprises. Bon, tout ça, où est-ce que ça ira? Et à la fin de compte, quel sera l'état de droit chez eux? Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de nos propres valeurs et de notre propre stratégie politique. Je pense que c'est notre chance à nous. Mais naturellement, autant il faut défendre nos valeurs, mais autant il faut arrêter de donner des leçons aux uns aux autres. Parce que je vois en permanence, y compris au Parlement européen, on donne des leçons à tous les pays, et surtout on donne des leçons en insultant les peuples. Si on a des choses à dire sur la Chine, on peut dire je critique le gouvernement chinois, je critique M. Xi Jinping, mais je ne dis pas le peuple chinois est un peuple menteur. Des choses comme ça nous fait des haines portées par des milliards de gens. Et ça, il faut être très attentif à ça, parce que ça va compter, ça, dans le monde. Oui, Monsieur le Premier ministre, pensez-vous que le rapprochement actuel entre la Chine et la Russie est durable ou simplement conjoncturel? Plutôt conjoncturel, mais tant qu'ils auront la même menace, ils seront ensemble.
Or, les États-Unis risquent d'être en opposition avec la Russie et avec la Chine pour un certain temps. Mais il est clair que ce qui les unit, c'est la tension avec les États-Unis. Parce que la Chine, elle veut être aimée. La Chine n'a pas une logique belliqueuse, elle ne s'est pas comportée de manière impérialiste. La Chine veut être aimée. Elle est très inquiète de voir que Poutine est rejeté un peu partout dans le monde. Et ça la gêne beaucoup. Et donc, la Chine n'est pas très satisfaite de cette situation. Mais tant que l'adversaire américain est là, contre les États-Unis, ils seront ensemble. Et tous les deux, ils ont la même stratégie, qui est d'avoir des missiles capables de taper les villes américaines. Donc, ils sont sur cette ligne-là, qui est de on se protège. Tu me protèges Taïwan, moi je te protège la Crimée, tout ça. Et donc, ils sont dans une situation d'intérêt. Mais stratégiquement, la Chine n'a pas du tout la même stratégie que la Russie. Et puis la Chine n'a pas la même population. Si vous prenez la Mongolie, les hectares sont russes, les populations sont chinoises. Et un jour, ça va s'adapter les uns aux autres. Hein. Il y aura de plus en plus de Chinois en Mongolie. Hein. Donc il y aura un certain nombre de problèmes. Mais tant qu'ils ont les États-Unis face, ils sont soudés contre les États-Unis, contre l'Occident. C'est pour ça, dans le truc, moi je préfère, quand on me demande qui je ne suis pas un militant de l'Occident, je suis un militant de la démocratie. Je préfère être dans le camp des démocraties que dans le camp de l'Occident. Car les démocraties, j'ai le Japon avec moi, j'ai la Corée avec moi, j'ai un certain nombre d'autres pays, et je ne me laisse pas enfermer dans une logique qui n'est que perçue par les uns et les autres que très pro-américaine. Bon. Alors, bonjour Monsieur le Premier ministre. Moi, j'ai une question plus ponctuelle sur le ferroviaire, puisque vous développez dans votre livre que ça pourrait être un des grands chantiers de l'avenir. Or, pour l'instant, les chiffres ne vont pas tout à fait dans ce sens-là. En particulier, depuis 1990, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Italie et l'Espagne ont ouvert leur réseau ferroviaire à la concurrence. Pendant ce temps-là, la France ne s'est ouverte que très progressivement et les infrastructures sont actuellement en très mauvais état. En 1994, Deutsche Bahn a baissé, d'ailleurs vous citez certains de ces chiffres dans votre livre, a baissé ses effectifs de 37% et augmenté son trafic de 50% et investi 86 milliards d'euros en infrastructures sans aide d'État. Pourquoi une telle situation et comment pensez-vous qu'elle puisse être modifiée en France ? Je vois que vous êtes bien informé. Je suis content de voir que mes chiffres ne sont pas tous faux. En résumé, qu'on change un peu de logique et qu'on prenne la logique de cohésion territoriale plus que la logique de grande vitesse. Au fond, on a eu une logique de grande vitesse et les élus sont très responsables de tout ça. Mais très franchement, je vois beaucoup d'inégalités territoriales. Franchement, je suis un Poitevin heureux qui a commencé ses études à Paris il y a un certain temps et qui mettait 4h30 pour venir à Paris et qui maintenant est à Poitiers en 1h20. Mais le malheur, c'est quand je vais à Limoges, j'ai l'impression de 30 ans en arrière. Il a fait longtemps que j'ai plus de train corail à Limoges et quand je vais à Clermont, c'est la même chose. On a une inégalité territoriale, on a une inégalité très, très, très forte sur ces questions-là. Et donc, je pense que ce qu'il faut changer complètement, certes, l'ouverture à la concurrence, ce qui doit se développer, mais surtout, et avant tout, c'est d'avoir une autre logique, c'est la cohésion territoriale, et c'est le maillage de notre territoire. Au fond, je pense que, parce que je suis un politique, si je m'imagine même quand on est ancien, on imagine quand même que sa proposition, il faut quand même essayer de la valider. Le nucléaire, on est dans une logique très industrielle, très scientifique, très, très pointue, avec des très, très secrets défense. Et le ferroviaire, on est très cohésion sociale, cohésion territoriale, on est dans une logique justement de veiller à ce que notre territoire soit irrigué et qu'on n'ait pas ce qui est en train un peu de se faire, c'est-à-dire des métropoles qui s'aspirent les uns et les autres
par des grandes vitesses. Si vous prenez la belle ville d'Angoulême, elle est maintenant à 40 minutes de Bordeaux. Eh bien, il y a beaucoup d'activités qui sont aspirées par Bordeaux. Le pôle le plus important aspire un peu les autres. Or, le problème, c'est sans doute de faire d'Angoulême et de Cognac des lieux qui sont connectés, qui ont des logiques de développement avec la région Limousin d'un côté, avec la Charente-Maritime de l'autre. Et il y a vraiment une vision de notre territoire différente à faire. Et le dossier ferroviaire, je pense que on a un territoire français très riche, on a un problème majeur d'aménagement du territoire qui est notre démographie, mais sans moyens de communication, vous n'arrivez pas à la démographie. On va voir, je ne sais pas ce que ça va donner avec le véhicule. Vous savez, moi, j'ai passé ma vie, de ce point de vue-là, je n'ai pas été clairvoyant, j'ai passé ma vie à éviter que Poitiers dépasse les 100 000 habitants et à créer autour de Poitiers une vingtaine de petites villes de 4 000 à 5 000 habitants où les gens peuvent venir travailler à Poitiers, où on a développé avec René Monory l'accession à la propriété et où on a un paysage qui est un paysage de maisons individuelles, qui est un paysage où on a assez peu de quartiers difficiles et où, au total, quand vous vous promenez au mois de mai-juin en ce moment, vous sentez le barbecue partout. Et donc, c'est une logique d'aménagement du territoire qui fait qu'on a fait en sorte qu'une petite maison avec le jardin à Neuville, à Mirebeau, à Lusignan, ça, coûte moins cher qu'un HLM sur Poitiers. C'était notre logique de développement. Et ça, on a un territoire qui est ça. Le fond de l'affaire, c'est que tout ça, ça a été fait avec le diesel. Au fond, c'est la voiture qui a permis ça. Et donc, les gens même étaient aidés à acheter du diesel pour faire ça. Et donc, on a une ville plutôt calme, on a une ville qui a des conditions humaines assez sympathiques, il y a des gymnases un peu partout, il y a des foyers petite enfance partout pour les parents qui vont travailler à Poitiers s'ils habitent à Neuville ou ailleurs. Donc, il y a quand même beaucoup d'aménagements qui ont été faits, mais qui ont été faits avec la voiture. Donc, je voudrais bien voir ce que va donner l'avenir quand on va être dans des situations où ça va être les transports en commun qui vont être la règle générale, et que les transports en commun, en général, c'est bien pour l'Île-de-France. Ah, si on habite Melun, tout est beau, facile, Melun. Mais pour habiter Chasseneuil, c'est quand même compliqué. Donc, il y a du social dedans. Donc voilà. Donc en résumé, moi je pense qu'il faut avoir une autre vision, mais qui est une vision sociale, qui est une vision territoriale, qui est une vision industrielle, et qui fait qu'on va chercher plutôt la fertilité du territoire plutôt que la vitesse entre. Alors, quand vous avez évoqué donc le ferroviaire, vous... Ah, ça marche pas. Juste à l'approcher. Il faut approcher un petit peu. Vous évoquez évidemment le problème des syndicats en France. Est-ce que, au même moment que le ferroviaire, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que le grand retard du ferroviaire en France pourrait être lié à ce défaut d'un syndicalisme fort? C'est vous qui écrivez. Vous devinez mes pensées. Je pense que notre démocratie politique est usée. Je pense que notre Parlement n'est pas aujourd'hui puissant comme il devrait l'être. Je pense qu'avoir le même mandat de député et de président sur 5 ans, ce n'est pas une bonne chose. La Ve République avait été pensée sur 7 ans pour le président, sur 5 ans pour le député. Il faut des élections législatives en milieu de mandat présidentiel. Donc je crois qu'il faut repenser notre système démocratique. Personnellement, je suis pour un mandat de député à 4 ans ou je suis pour des élections de mi-terme. Il y a beaucoup de choses qui sont à changer. Ça, c'est la démocratie politique. Il faut revoir la décentralisation. Notre système aujourd'hui est vraiment trop lourd, trop impuissant, et donc il faut aller... Je me demande, après multiples réflexions, s'il ne faut pas, en dehors de l'Île-de-France où l'urbanisation n'est pas la même chose, mais s'il ne faut pas revenir à l'idée de Debré, qui était d'avoir 65 provinces, finalement des territoires plus grands que le département, plus petits que la région, mais qui feraient à la fois région et département. Une seule structure avec un territoire qui ferait 1 million et qu'on aurait 60 territoires, mais ce serait à la fois la compétence région, à la fois la compétence département. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais enfin, il faut simplifier. Et puis, troisièmement, démocratie sociale.
On a une des lois de 45 pour représenter les élections. Ça, on a besoin de syndicalisme fort, mais on a besoin d'une autre démocratie sociale. Donc oui, madame, notre système syndical, il nous paralyse beaucoup de choses. Donc je crois que moi, je suis pour un syndicalisme fort, mais je suis pour que une représentation syndicale moderne, avec des votes électroniques, avec des capacités de participation puissantes et avec une organisation qui ne soit pas une organisation sclérosée comme c'est actuellement. Question là-bas. Oui. Bonsoir, merci Monsieur le Premier ministre pour votre intervention. J'avais une question, pas forcément dont la réponse serait simple, sur notre relation avec l'Allemagne, dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez évoqué plein de sujets dans le monde où les influences éclipsent ou tentent d'éclipser celles de l'Europe. Et depuis que je suis né, donc ça fait 50 ans maintenant, j'entends parler du couple franco-allemand, de cette volonté d'empêcher que le passé se reproduise, même si ce n'est pas toujours simple. Et tout a toujours été axé sur ce couple. Mais on s'aperçoit, et vous en avez parlé pour l'énergie, pour beaucoup de sujets, que leurs intérêts ne sont pas toujours les nôtres, et en tout cas ne sont pas ceux que l'Europe promeut. Et c'est quoi, s'il a une réponse simple à cette question, c'est quoi la solution? Parce que la force de l'Union européenne, jusqu'à maintenant, reposait sur ce couple. Donc si ce couple se divise, comment l'Europe va exister? Il ne faut pas que ce couple se divise, mais il faut que ce couple accepte de ne plus être un couple et d'avoir un contrat, sujet de désaccord et des politiques communes. Moi, je pense qu'il faut des politiques communes. Moi, je plaide personnellement pour une politique commune de l'Allemagne et de la France avec la Chine. Je pense qu'il faut des rapports de force puissants. Et il y a des sujets sur lesquels on peut avoir un rapport. Je pense qu'on pourrait envisager que la politique africaine de la France et de l'Allemagne soit cohérente. Je pense que le nucléaire, ce sera... Je pense qu'il nous faut des politiques communes. Il faut qu'on joue ce rapport de force. Pourquoi on a fait tout ça? Parce que quand vous dites France-Allemagne, c'est l'horreur de la guerre qui est surmontée. Donc c'est vraiment l'héroïsme historique, d'une certaine manière. Et 2, c'est le rapport de force. À nous deux, on fait continent. À nous deux, on a les chiffres d'un continent. Donc on a besoin des autres. On ne va pas exclure les autres. On ne va pas abandonner les autres. Mais de temps en temps, il nous faut le rapport de force franco-allemand. Vous savez, vous vous souvenez de 2003 de Chirac sur l'Irak, où on a quand même mis en minorité les États-Unis, parmi tous leurs alliés, sur l'intervention en Irak. Et on a été soutenu au Conseil de sécurité par le Canada, par le Mexique, par la Chine et par l'Inde. Et donc Chirac m'avait envoyé dans ces 4 pays pour essayer de transformer ce soutien politique qu'on avait eu un peu contre les États-Unis, contre ce mensonge des États-Unis qui disait qu'il y avait une arme de destruction massive en Irak. Et donc, dans cette bataille-là, je suis allé dans les 4 pays. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que partout où j'étais, Premier ministre de Chirac, vive Chirac, la décision de Chirac, la puissance de Chirac, le courage de Chirac, la présidence, tout ça, j'y allais, beurre et argent du beurre, et confiture et tout. Et dans 3 pays sur 4, c'est-à-dire au Mexique, au Canada et en Inde, on me répondait, ah oui, Chirac et Schröder. Schröder et Chirac. Chirac et Schröder. France-Allemagne. La voix était Chirac. L'accord était franco-allemand. Quand vous mettez France-Allemagne dans un rapport de force mondiale, ça pèse. Et ça, je pense qu'il faut garder ça. Mais comme on ne peut pas le garder sur le couple, comme il faut accepter que nous, il faut sortir de cette logique de dire on a l'utopie, on va être d'accord sur tout. Non, on ne sera pas d'accord sur tout. Donc, comme on n'est pas d'accord sur tout avec l'Espagnol, comme on n'est pas d'accord sur tout sur les... Mais on a des politiques communes. Et quand on parle avec la Chine, on parle ensemble. Peut-être quand on parle sur l'hydrogène demain, on va parler ensemble. Je pense que comme quand on parle de l'aéronautique, on parle ensemble. Je pense qu'il nous faut des rapports de force possibles. Il faut penser à la construction européenne, mais il faut avoir cette ligne-là des politiques communes, parce que là est le rapport de force. Oui, ce sera la dernière.
Dernière question, Monsieur le Premier ministre. Au-delà de la relation franco-allemande, comment vous pensez l'avenir de l'Europe et surtout de son organisation, de ses institutions qui doivent maintenant accélérer en termes d'unité, en termes de leadership, etc. On voit bien que maintenant, n'importe quel petit pays en Europe peut bloquer des décisions. Comment vous voyez cette évolution? Bien, je pense que c'est très difficile tant que nous avons la guerre en Ukraine au-dessus de notre tête. On est là dans une période très incertaine où il n'y a pas de leadership possible aujourd'hui. Car de toute façon, la Pologne, la Suède, un certain nombre de pays ne verront le destin européen que dans l'actualité anti-russe, disons clairement, ukrainienne. Et donc, tant qu'on n'aura pas réglé l'éventualité de la neutralité de l'Ukraine, de savoir si l'Ukraine est dans l'OTAN, pas l'OTAN, tant qu'on n'aura pas réglé ces sujets-là, on n'a pas de leadership européen. C'est quelque part assez dommage, car je crois que Macron a beaucoup plus réussi sur le terrain européen que sur le terrain français. Et qu'il s'est fait respecter, qu'il avait un certain nombre d'idées. Et je pense qu'il avait une position, il avait cette jeunesse qui est quand même assez extraordinaire, parce que c'est très rare sur un terrain politique d'être le plus jeune, le plus expérimenté. Par rapport à Scholz, il a beaucoup plus d'expérience internationale. Être le plus jeune, le plus expérimenté, c'est un atout considérable. D'ailleurs, entre nous, je pense qu'on s'est mis dans une situation, nous, Français, petite parenthèse de politique intérieure, un peu compliquée. On a élu un président de 44 ans à 58% et on lui interdit de se représenter. Un homme politique sans élection, c'est comme un étudiant sans examen. Quand vous n'avez pas d'élection, quand vous n'avez pas de rendez-vous, franchement, je pense que le président, il a été très déstabilisé dans sa tête par cette situation. Et que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Moi, j'ai vu en 2004, quand Sarkozy a commencé à sortir et que Chirac a commencé à fragiliser, il y a un moment, tous les regards vont vers les nouveaux. Et les anciens sont un peu de côté. Et les anciens le prennent mal. Il y a un moment où l'actualité, ça va être Wauquiez, ça va être Édouard Philippe dans cette maison et ailleurs, et au-delà. Et il va y avoir quand même un certain nombre de... Tout ça pour dire que Macron était parti sur un leadership. Il aurait peut-être pu, si on avait bien organisé les choses, pouvoir déboucher sur une logique européenne. Là, on est parti dans un truc très incertain qui se passe pas bien. Quand je vois bien les relations, elles sont très difficiles. J'ai vécu ça, j'étais Premier ministre entre Chirac et Sarkozy, c'était infernal. Hein. Tout article de presse, tout est un sujet de tension, parce que naturellement, il y en a un qui monte et l'autre qui descend. Et celui qui descend, il n'aime pas ça. Donc, on risque d'avoir ces difficultés. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, pour l'Europe, moi, je crois que vraiment, c'est un pôle aujourd'hui stratégique autour d'un contrat franco-allemand qui peut associer les Italiens, qui peut associer un certain nombre de pays, mais c'est ça qu'on a l'essentiel à faire aujourd'hui. Il faut trouver une politique commune avec la Chine, une politique commune avec l'Afrique, sans doute une politique commune sur la mobilité et les transports. On a quelques politiques communes européennes. Il faut construire un rapport de force et bâtir avec ça. Et puis après, en fonction de le jour où la paix sera retrouvée, qu'on essaie de construire une organisation politique. Mais je ne vois pas aujourd'hui les élections européennes être porteuses de véritables réformes en 2024 dans une situation où la moitié de l'Europe a peur de la guerre et veut se protéger. Et c'est même vis-à-vis d'eux quelquefois léger d'avoir des grandes idées, nous, parce que quand même ils sont au front et que nous, on est plutôt protégés, quoi. En tout cas pour le moment. Voilà. Donc une toute petite dernière question, peut-être plus personnelle. Monsieur le Premier ministre, vous avez beaucoup travaillé avec la Chine et avec les Chinois. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'un point de vue personnel? Est-ce que ça a changé votre vision du monde? Absolument, oui. Ça a changé ma vision du monde, plein de choses. D'abord sur la pensée même,
je ne suis plus aussi cartésien et aussi rationaliste que je l'ai été. Je suis plutôt un fidèle de la pensée d'Edgar Morin, la pensée complexe, c'est-à-dire le yin et le yang. C'est-à-dire que je ne suis pas honnête homme, je ne suis pas malhonnête homme, mais je suis un honnête homme qui pourrait être malhonnête s'il se laisse dériver. Et le chinois, il est comme ça. Le chinois, c'est de travailler ce qui est bien chez nous. Mais on peut être mal. Nous, on chasse le mal. Oh, cet homme, il est bien. Oh, cet ami, il est formidable. Oh, cet homme, il est très bien. Oh, ceci, ça. Classe ça. Oh, celui-là, il est insupportable. Oh, celui-là, il ne fera jamais. Classe que ça. Eux, ah, celui-là, il est bon. Mais je vois son œil, là. Il est quand même malicieux, là. Enfin, moi, 50 ans de politique, la malice, je connais aussi. Donc on doit pouvoir être copains. Bon, on va bien mettre ça au point, mais on doit pouvoir. Et j'ai trouvé dans la pensée chinoise beaucoup de choses très intéressantes. Nous, on est dans une pensée de la création. Il y a un temps zéro. Eux, ils sont dans la transformation. Il n'y a pas de temps zéro. Le contrat, pour vous, juristes, c'est quelque chose de très important. Pour eux, un contrat, ça change le lendemain. Tout bouge, ça se transforme. Et donc, il y a quand même... Alors, il y a quelquefois des gens qui le font avec malice. Il y a d'autres fois qui le font vraiment par culture. Donc, vraiment, la culture chinoise est quelque chose de très intéressant, très important. Pour ceux que ça intéresse, il y a un philosophe français, helléniste, qui s'est mis au chinois, François Julien, pour comparer les écarts de civilisation. Et c'est quand même extraordinairement intéressant. C'est très clair que pour nous, la valeur, c'est l'individu, c'est la personne humaine. Pour eux, c'est le groupe. Quand je vous disais que c'est de l'unité, pour nous, je me souviens d'une discussion avec... Je leur avais montré une affiche que j'avais faite pour la ville de La Rochelle, quand j'étais président de région, La Rochelle, la rebelle. Ben, ils ne comprenaient pas pourquoi. Être rebelle, c'est être coupable. Mais qu'est-ce que vous reprochez à La Rochelle? Mais pourquoi vous faites une campagne contre La Rochelle? Bon, je dis, mais chez nous, rebelle, c'est formidable. Le rebelle, c'est vraiment celui qui prend le train pour aller en vacances et qui part. Vraiment. Et donc, la culture est très intéressante, premièrement. Deuxièmement, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que moi, j'ai vécu, je me lève pour vous dire ça parce que c'est vraiment une conviction profonde. J'ai eu la chance d'être d'une génération qui était bien préparée à l'arrivée des États-Unis dans notre vie, notamment Servan-Schreiber, l'Express, tout ça, le défi américain. Je trouve que j'ai prévenu de ce que serait l'Amérique dans ma vie. On m'a parlé des autoroutes de l'information qui sont devenues Internet. Jamais j'aurais cru qu'il y aurait 7 McDonald's à Poitiers. Mais enfin, il y a quand même des trucs auxquels on a été préparé. Et on a vu des choses qu'on aimait, qu'on n'aimait pas. On a aimé le rock'n'roll et on a trouvé des choses bien. Et je ne me sens pas dans ma relation avec les États-Unis en situation de faiblesse. Et je trouve qu'on ne prépare pas du tout les jeunes Français à ce que va être la culture chinoise dans 10 ou 15 ans. Parce qu'ils seront les leaders mondiaux sur le plan économique, très probablement. Même s'ils n'étaient pas le premier, ils seraient le deuxième. Et vous n'êtes pas leader mondial sans inspirer le monde dans plein de situations. Et je pense que la culture chinoise, elle est quand même très importante et fondamentalement différente de la nôtre. Et il y a des choses qui sont très intéressantes. J'ai plusieurs de mes amis dont les enfants ont fait leurs études en Chine, parce qu'ils étaient expatriés là-bas, qui sont revenus en France après, qui veulent retourner en Chine, qui ont du goût pour cette culture. Elle est attractive, cette culture. Ne la prenons pas comme quelque chose qui est inférieur. C'est une vieille civilisation qui a beaucoup d'éléments importants. Et je vois qu'on a besoin de se muscler face à un partenaire chinois qui va être pour beaucoup des jeunes un partenaire avec lequel il faudra travailler, avec lequel il faudra essayer de commercer, avec lequel il faudra vivre. Et ça, je trouve que moi, je me suis mis à ma retraite. C'est ça, mon but, c'est d'essayer de préparer un peu un certain nombre de courroies de transmission pour se dire, ne sous-estimez pas la culture chinoise et faites en sorte que nos jeunes soient musclés pour y répondre et pour ne pas se faire dévorer. Parce que c'est une stratégie qui est une stratégie habile. Ils ne veulent pas de violence, ils ne veulent pas d'affrontement. Le meilleur chef chinois, c'est celui qui gagne la guerre sans avoir à la livrer. Donc ce qu'ils veulent, c'est avancer tout doucement. C'est pour ça qu'ils ne sont pas belliqueux en apparence. Enfin, même ils ne sont pas belliqueux stratégiquement. Ils veulent le pouvoir sans l'affrontement. Ils n'aiment pas l'affrontement.
Mais il y a des choses qu'il faut savoir. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'affrontement qu'ils ne veulent pas gagner, hein. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut bien comprendre avec eux. Mais c'est un peuple comme nous, sensible, sentimental. On a beaucoup de choses en commun. Moi, j'aime ce peuple globalement parce que c'est un peuple extraordinairement sensible. Ils chantent à la fin des repas, ils sont en famille. On a beaucoup de choses en commun. Franchement, si je vois souvent des Japonais contents avec des Allemands, nous, on peut être très contents souvent avec des Chinois, surtout dans le sud de la Chine. Alors naturellement, il y a de tout, parce qu'avec 1,4 milliard, il y a de tout. C'est une société complètement paradoxale. Quand vous découvrez une vérité, on vous dit « Ah, pour la Chine, il faut beaucoup d'expérience ». Vous vous apercevez le lendemain matin, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a fait des affaires en 24 heures. Et puis vous apercevez que des gens ont beaucoup d'expérience, comme des grandes entreprises, par exemple Danone, qui, après 25 ans d'entreprise, se fait rouler dans la farine par un de ses fournisseurs, par un de ses partenaires. Donc, dès que vous saisissez une loi, dites-vous que la loi contraire existe. Mais je pense que c'est une civilisation à laquelle il faut s'intéresser, et notamment pour nos petits, elle va compter dans la vie. Et il faut qu'ils puissent surfer là-dessus, non pas pour se faire bouffer, mais pour être musclés face à ça. Merci.